on passe à la deuxième partie en essayant de s'interroger maintenant sur la dimension politique. On a bien vu qu'il y avait un volet social et d'ailleurs les 10 milliards, c'est-à-dire que le président finit par lâcher avec son discours à certaines revendications sociales, mais il y avait une exigence, où il y a des exigences, des revendications et un discours politique sur notre système fonctionnerait plus représentatif. Il faudrait une démocratie participative immédiate où on déciderait tout le temps, on révoquerait les élus. Bon, il y a de ça aussi. Volet qu'on veut traiter maintenant pour voir si oui ou non notre système est bloqué avec quelqu'un qui pense, qui réfléchit la politique aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Pierre-Henri Tavoileau, le philosophe Pierre-Henri Tavoileau, s'il vous plaît. Et il sera là interrogé par vos deux autres secrétaires généraux adjoints, merci messieurs, Daniel Prieur et Éric Thirouin, c'est-à-dire un producteur de protéines, par exemple, de protéagineux, et puis un producteur de comté, Daniel Prieur, mais pas exclusivement. Alors, Pierre-Henri Tavoileau, avec cette formule et ce livre que vous venez de publier aussi, qui résume déjà la façon dont vous analysez les difficultés qu'il y a à gouverner le peuple français. Comment gouverner un peuple roi, ça fait référence évidemment à notre formule du peuple souverain que nous sommes, que nous serions, devrions être en tout cas. Je rappelle que vous êtes donc le président du collège de philosophie. Le peuple, ma première question c'est au fond, mais de quoi on parle? Le peuple c'est l'émanation de réunions comme ça, c'est d'une assemblée, c'est vous, c'est moi, c'est l'élite, qu'est-ce que c'est le peuple en fait? Alors, je signale que le titre aussi fait référence à l'enfant roi, donc c'est aussi un problème presque éducatif, c'est évidemment sur l'ambiguïté. Non, le peuple, oui, affronterons l'énigme. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. La formule est extraordinaire, elle a été prononcée par Lincoln et nous l'avons apportée dans notre propre constitution. Formule est admirable, mais une fois que l'état d'admiration est passé, j'allais dire, énigme phénoménale, qui est le peuple? Alors, quand on rentre dans cette énigme et qu'on essaie de la résoudre, en général, il y a 3 actes. Premier acte, on va aller chercher le peuple. C'est-à-dire, on va descendre, on va sortir de chez soi, on va aller sur les ronds-points, on va aller dans la rue, on va aller sur les bancs de l'Assemblée, dans les salles de rédaction, et puis on va chercher le peuple. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les Gilets jaunes. Ils disent « nous sommes le peuple ». Non, ils ne sont pas le peuple, ils sont du peuple, mais ce n'est pas le peuple. Alors face à cette difficulté de trouver le peuple et de le rencontrer en bas de chez nous, on va, deuxième attitude, deuxième acte, se dire on ne sait pas qui est le peuple, mais au moins on sait qui sont les ennemis du peuple. C'est en général comme ça que ça se passe, on ne sait pas qui on est, mais on sait contre qui on est, et au moins on a l'illusion de sa propre identité. Et donc on va dire les ennemis du peuple, ce sont les élites, c'est la France d'en haut, c'est les immigrés, c'est les assistés, etc., etc. Pas plus que ça, ça ne marche parce que ce peuple-là est divisé alors que l'idéal du peuple, c'est l'unité. Donc en général, troisième acte, quand on échoue à cette réponse, en général, quelqu'un arrive la main sur le cœur et qui va nous dire « mais n'ayez crainte, le peuple, c'est moi ». On va y croire un instant et puis de nouveau, ça va être l'échec et on repart pour un tour. Et d'une certaine façon, depuis qu'elle existe, la démocratie ne cesse de répéter cette ritournelle. Et on ne trouve jamais le peuple. Alors je vous propose un petit exercice de réflexion pour se dire, essayons de trouver une réponse. Après tout, ce serait au moins un acquis philosophique dans cette journée. Je tente l'exercice, c'est très court. L'intuition des fondateurs de notre régime, ça a été de dire, ce peuple n'existe pas sous un visage unique. Il est pluriel. C'est une pluralité. Ce qui nous évite toute espèce de mystique du peuple. Donc le peuple, c'est quoi ? C'est d'abord ce qu'on appelle la société. C'est des gens qui vivent ensemble et qui partagent de l'existence. Mais ça ne suffit pas pour faire un peuple, des gens qui vivent ensemble. Il faut des gens qui vivent ensemble, mais aussi des gens qui veulent vivre ensemble. Et ça dans la durée. C'est le deuxième aspect. Le premier, c'est le peuple-société. Le second, c'est le peuple-État. État, c'est la stabilité. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un avenir. Mais ça ne suffit pas encore. Pour qu'il y ait peuple, il faut des gens qui vivent ensemble, qui veulent vivre ensemble et qui réfléchissent ensemble sur la manière dont ils veulent vivre. Ça s'appelle l'espace public. C'est l'opinion, le peuple-opinion. Donc on a 3 peuples. 3 peuples en un, si je puis dire. Mais voyez que la difficulté de ces 3 peuples, c'est que chacun peut être tenté de manger les 2 autres.
Si c'est la société qui mange les autres, ça donne l'anarchisme. Si c'est l'État qui mange les deux autres, ça donne la technocratie. Et si c'est l'espace public qui mange les deux autres, ça donne la médiacratie. Ma proposition, c'est un peu prétentieux, je vous le concède, c'est d'envisager un quatrième peuple que j'appelle le peuple méthode. Le peuple méthode, c'est une chose très simple. C'est l'idée des règles du jeu qui permettent à ces trois peuples de coexister. Ce peuple méthode, c'est la capacité collective d'agir. Si on a cette idée en tête, non pas l'idée que le peuple a un visage, que le peuple a une identité, que je vais pouvoir le rencontrer, mais que le peuple, c'est d'agir collectivement, vous allez voir que ça peut changer énormément de choses. Ça vaut pour la société, ça vaut pour les collectivités, ça vaut pour les syndicats, ça vaut même pour les familles. C'est l'idée qu'on peut avoir de la démocratie, donc du peuple, dans toutes ces organisations. Cette méthode, c'est quoi? C'est très simple. Il faut des élections, il faut de la délibération, il faut des décisions, ce qu'on a un peu tendance d'oublier, et il faut des redditions de comptes, c'est-à-dire de la responsabilité. S'il manque un seul élément de ces 4 moments, vous n'êtes pas en démocratie. Un petit exemple. La République islamique iranienne est une république. Il y a des élections qui ne sont pas prévisibles. Il y a des décisions, c'est clair. Il y a des redditions de comptes, mais il n'y a pas de délibération. Prenons la Russie. Il y a des élections, je vous le concède, un tout petit peu prévisibles. Il y a de la délibération, je vous le concède, un tout petit peu risqué. Il y a des décisions, ça c'est clair, mais il n'y a pas de reddition de comptes. Petite astuce institutionnelle, je deviens Premier ministre, puis je redeviens président, et Poutine règne depuis de longues années. En France, nous avons des élections, on adore ça d'ailleurs. On adore les élections. Nous avons de la délibération, un grand débat, je vais y revenir. Nous avons des redditions de comptes, très rapides, parfois trop rapides, je vais y revenir. Mais nous n'avons pas beaucoup de décisions, à vrai dire. Et ce qui représente pour moi le problème de la démocratie, ce n'est pas la crise de la représentation, au fond. Jamais les élus n'ont été autant attentifs à tous les soupirs, les éternuements des électeurs, ne serait-ce que pour se faire élire. On connaît beaucoup mieux la société grâce à Jérôme Fourquet. On la connaît parfaitement. Donc le problème n'est pas à proprement parler la crise de la représentation, c'est l'impuissance publique. C'est que la promesse démocratique, la promesse d'un peuple de maîtriser son propre destin n'est pas exaucée, cette promesse. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans la critique du système politique exprimée par les Gilets jaunes, il y a en fait non pas une critique de ceux qui sont élus parce qu'ils nous écouteraient, mais de la façon dont ils se comportent, c'est-à-dire le fait qu'ils ne décideraient pas. Enfin, là, la critique, c'est une critique de décision sur les 80 km/h, c'est une critique de taxes supplémentaires, d'éco-taxes, de la taxe écologique. Il y a quand même des critiques des décisions qui sont prises. Par ailleurs, je reviens sur ce que vous nous avez dit, moi, on m'avait appris que le peuple, et le peuple français, c'est une langue, une culture, un territoire, d'accord, et puis des règles, c'est-à-dire la République, la laïcité. Ça, on a l'impression que ça ne parle plus du tout à ceux qui aujourd'hui mènent le combat des Gilets jaunes. Donc là, il y aurait quand même eu la méthode de la représentation et de nos élections est quand même remise en cause. Je vous trouve très optimiste. Je suis très optimiste, je vais vous dire pourquoi. Parce que prenons un peu de recul. Effectivement, on peut considérer que la crise des Gilets jaunes est grave. Mais en fait, on a 19 samedis et pas de crise de régime. Oh, pas loin. Si on regarde... Non, on n'a pas de crise de régime. Voilà, on n'a pas de crise de régime du tout. On a des remarques, des revendications, mais il n'y a pas de crise de régime. On peut considérer, c'est une hypothèse que je lance, et qui est optimiste en effet, par rapport à la thèse de l'archipel, qui est très convaincante. Nous avons des archipels On peut considérer que la crise des Gilets jaunes, c'est une manière d'une partie de la population qui, en effet, était exclue de la représentation, c'est pas une crise de la représentation, était exclue de la représentation, de s'intégrer à la démocratie française. Il y a eu 3 méthodes d'intégration du peuple à la démocratie. La première méthode, ultra efficace, c'est le clientélisme, la mafia. On achète les voix. Bon, ça a marché très longtemps comme ça. C'est la France de la notabilité, c'est la démocratie des notables. Et il y a des avantages. Il y a des inconvénients, évidemment, mais il y a des avantages, c'est que les notables, on les connaît. Cette démocratie-là, elle est incarnée. Et dans toutes les démocraties, vous allez le voir, c'est vrai au Japon, c'est vrai en Inde, c'est vrai en France,
Plus le clientélisme augmente, plus l'abstention monte. C'est mécanique. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode du parti, et notamment le Parti communiste, qui a intégré la classe ouvrière grâce à quoi? Non pas le clientélisme, mais l'idéologie. L'idéologie a permis à toute une masse populaire d'entrer dans la démocratie. Alors évidemment, avec l'idée de la subvertir, l'idée de la transformer, je vous le concède. Il se pourrait que nous soyons en train de vivre une troisième phase d'intégration d'une partie oubliée de la classe politique, de la citoyenneté, grâce aux réseaux sociaux et grâce à cette protestation qui s'intègre à la démocratie. Voilà l'hypothèse optimiste, mais si je me trompe, eh bien nous aurons un dictateur dans 2 ans. Non, non, mais c'est formidable. Vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est un appel au secours, ou en tout cas un appel criant, pour nous dire, mais et moi alors, représentez-moi, mettez-moi... Et si demain, on fait entrer dans le système tous ceux qui crient aujourd'hui, finalement, ça marchera. Mais tout de même, il y a une remise en cause de l'élection. On veut révoquer les élus, alors que ça fonctionne. On veut des référendums tout le temps. Donc là, il y a quand même des points précis de remise en cause d'institutions qui ont l'air de fonctionner, comme vous dites. Je prends encore 2 minutes et je vous laisse la parole, mais je crois que ces thématiques sont superficielles. C'est-à-dire que la revendication d'un changement institutionnel, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais j'allais dire, j'ai participé à plusieurs grands débats, et il ne faut pas creuser beaucoup pour arriver à convaincre une assemblée que le RIC, le vote blanc, le référendum, la démocratie participative, c'est une illusion. Je donne un petit argument qui marche à tous les coups et qui est en plus sincère. Personnellement, j'adore la politique. Je l'enseigne, je l'étudie, je la lis beaucoup, j'adore ça. Et mon collègue à côté aussi. Simplement, je ne vais pas y passer toutes mes soirées. Et si, il y a des moments où je préfère voir un match de foot. Si nous étions en démocratie participative, je devrais y passer toutes mes soirées. Et si je n'y suis pas, qui y sera? Ce seront des minorités actives qui, sous couvert de représenter le peuple, l'usurperont. Ou les milices du parti, ou le comité local. Et donc, la démocratie participative, ce n'est pas le pouvoir du peuple, c'est l'usurpation du peuple. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre ça. De la même manière... Merci. Oui, je vous en prie. Et je remarque aussi que deuxième argument, et c'est très important, et ça rejoint la thématique des corps intermédiaires, c'est que si nous ne sommes pas participatifs, nous avons besoin d'élus dans les syndicats ou d'élus politiques. Je rappelle que élection, c'est choisir. Choisir, c'est choisir le meilleur, donc choisir l'élite. L'élection est un principe aristocratique, oligarchique. Simplement, dans l'histoire de la démocratie, il faut le rappeler, cette oligarchie est devenue démocratique par des raisons très profondes. D'abord, la base électorale est devenue très large. La théorie de la représentation, c'est quelque chose de formidable, la théorie de la représentation, puisque quand je vote et quand je suis élu, je ne vote pas que pour moi, mais je vote en pensant aux autres. Un électeur représente ceux qui ne peuvent pas voter. Et une fois qu'un élu est élu, il représente non pas ceux qui l'ont élu, mais l'intérêt général. Cette théorie de la représentation est formidable. Et donc, ce point est capital. Alors, juste la salle dit, vous voyez, elle rebondit sur votre titre. Est-ce que c'est facile de gouverner un peuple régicide? Une fois qu'on a coupé la tête du roi, ça doit devenir impossible. C'est un peu sous-entendu dans votre titre. Mais bon, au-delà de la boutade, pourquoi le peuple est-il pro-candidat la veille et devient-il aussi vite anti-président le lendemain? Pourquoi c'est si court? Pourquoi le temps s'est accéléré? Et puis, je vais passer la parole à Daniel Prieur et à Éric Trouin dans un instant. Sur la première question, merci pour la boutade pour la première, mais sur la deuxième question, pourquoi on bascule directement? Parce qu'en fait, c'est comme pour le bac, si vous voulez. Au bac, on est passé du contrôle terminal au contrôle continu. Vous voyez? Eh bien, on voudrait en politique exactement de la même manière, c'est-à-dire pouvoir contrôler en temps réel l'action politique. C'est totalement déraisonnable. Et de ce point de vue-là, il faut que nous nous éduquions tous collectivement à la démocratie. La reddition de comptes suppose qu'on regarde les comptes à la fin de l'exercice. Ou pour les agriculteurs, ça ne sert à rien de regarder les comptes quand la récolte n'est pas faite. C'est aussi simple que ça. Donc il faut du temps. De ce point de vue-là, nous avons... La responsabilité politique doit être inventée. Nous ne savons pas encore ce que ça veut dire. Donc en fait, l'erreur, c'était de raccourcir du septennat au quinquennat, par exemple, parce qu'on a accéléré les processus politiques. Évidemment. Oui. Alors, Daniel Prieur, Éric Thirouin, qui veut réagir? Daniel, je vous en prie. À la fois, qu'est-ce que vous inspire cette analyse assez différente de ce qu'on entend, et à la fois des médias ou de ceux qui veulent manipuler le mouvement? Qu'est-ce que ça vous suggère ou inspire, ce que vient de dire
Pierre-Henri Tavoyot. Ben moi, ça me suggère une chose qui me paraît assez forte. Hein. On a une 5e République. Cette 5e République a été, je dirais, les fondations elle a mis fin à un certain chaos, où c'est qu'on avait les partis, les gens n'étaient plus contents parce que tous les 3 mois ou tous les 3 semaines, ça changeait de gouvernement et il n'y avait pas de lisibilité, il n'y avait pas de continuité dans l'action. On a eu dans l'offre politique qu'on a entendue lors des 2 dernières élections présidentielles, des gens qui parlaient d'une 6e République. Et des gens qui parlaient d'une 6e République où la question du peuple était quelque chose de sous-jacent. Alors, il y a le RIC, comme c'est sur les panneaux aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui me paraît important, c'est l'importance des médias et de la capacité de relais qu'on peut avoir. Dominique Barrault, qui a été secrétaire général de cette maison, nous disait que dans les événements de mai 68, en même temps, enfin quelques années après les aspects guerre d'Algérie, après ces choses-là, la radio avait joué un rôle phénoménal. On a découvert les chaînes d'infos en continu quand George Bush père est allé foutre le cirque au Koweït, donc dans la guerre du Golfe. Et c'est devenu la vérité absolue avec les chaînes d'infos en continu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quelque part des activateurs par rapport à ça. Alors, si on se projette vers l'avenir, effectivement, il y a un problème de taxes, il y a un problème de fin de mois qu'on compare à la fin du monde, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, parce qu'un président de la République qui parle de fin du monde à son peuple, il n'a quand même pas beaucoup d'ambition pour lui. Moi, c'est le ressenti profond que j'ai eu, et puis j'étais plutôt macronio-compatible. Mais c'est le sentiment que j'ai eu, et j'ai dit, c'est pas du boulot, quoi. Ouais. On peut pas parler à tout le monde de fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que je ressens fortement, c'est le fait que comment demain on ne pourra pas faire sans le peuple et on ne pourra pas faire sans le peuple qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc il y a sûrement quelque chose à inventer. Moi j'entends 2 choses, hein, mais je vous laisserai répondre, mais d'abord Éric Thirouin. 2 choses. Il y a la question de l'accélération, notamment via les médias, les télés, les chaînes d'infos continues, mais c'est déjà du passé, comme le soulignait Daniel Prieur. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui met de la pression sur tout le monde, y compris sur les corps intermédiaires. Et puis le deuxième aspect aussi, c'est cette question quand même que de la haute technocratie qui parfois voit de très haut et avec beaucoup d'arrogance. C'est quand même faire sans le peuple, c'est un peu ça. Mais bref, vous-même, votre réaction, Éric Thirouin, alors vous disiez tout à l'heure, on a les 4 caractéristiques dans notre propre univers. Oui, moi j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit et j'essaye de me poser la question, et nous, dans notre propre structure, est-ce qu'on a des élections? Oui, je pense. Est-ce qu'on délibère? Est-ce qu'on a des débats? Oui, je pense, je dirais même un peu plus loin, c'est un peu notre ADN, puisque à la FNSEA, contrairement à d'autres structures, depuis le départ, dans notre ADN, c'est l'unité syndicale. Ça veut dire quoi? Quand on est un syndicat avec une agriculture aux 1000 modèles, ça veut dire qu'il faut trouver une unité avec autant de différences. Donc on a vraiment, dans notre ADN et dans notre culture, l'art de délibérer, d'échanger, de comprendre, de construire une position qui rassemble. Et donc, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension. Je pense que c'est quelque chose qui marche aussi. Donc, élection, délibération, décision, je vais y revenir, et puis responsabilité. Moi, je m'interroge sur la décision. Est-ce que dans tous nos conseils d'administration, j'interroge mes collègues, est-ce que dans tous les conseils d'administration, on vote au moins 1, 2, 3 fois des décisions de conseil d'administration? Parce que l'instance qui décide, chez nous, c'est le conseil d'administration. Est-ce qu'on lève la main? Est-ce qu'on vote? Alors, en papier, peut-être pas, mais est-ce qu'on vote? J'en suis pas sûr. Je sens qu'il y a un débat interne, là, il y a un truc. J'en suis pas sûr. Je ne maîtrise pas exactement. Je pense qu'on fait beaucoup de décisions par tacite accord. Je pense qu'on décide des choses. Tout le monde est d'accord. Mais on ne va pas jusqu'à responsabiliser celui qui décide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne lève pas la main, à partir du moment où on ne s'exprime pas, où on ne vote pas, on a décidé collectivement. Voilà, c'est une décision molle, j'appelle ça. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit vigilant. Oui, il faut qu'on soit vigilant parce qu'il faut vraiment qu'on décide avec une décision.
Voilà. Et quand on a un mandat électif, eh bien, on doit l'assumer en décidant. Je pense que ça, c'est un sujet qui est intéressant pour nous, parce que derrière, il y a la responsabilisation, reddition des comptes, ou la responsabilisation. Ben oui, parce qu'une fois qu'on a voté, on doit assumer. Ça a réagi un peu dans la salle, peut-être que ça viendra tout à l'heure. Alors Pierre-Henri Tavoileau, réaction sur ces points. Oui, le problème de la décision, c'est que c'est violent. Inévitablement, on sait qu'en politique, la décision ne se fait pas entre la bonne décision et la mauvaise décision, mais entre la mauvaise et la pire. C'est pour ça que la politique, c'est difficile. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y aura des mécontents. Et c'est pour ça qu'il faut une reddition de comptes, parce que si la mauvaise s'avère être en fait la pire, il faut qu'on puisse virer quelqu'un. Voilà. C'est ça la dureté de la politique, c'est aussi sa grandeur et sa noblesse. Mais la délibération, ce n'est pas le bavardage. Et ça, il faut reconnaître qu'en démocratie, et surtout en France, on a tendance à confondre bavardage, délibération, indignation, on aime bien s'indigner, mais le sens profond de la délibération, c'est l'examen avant et pour la décision. C'est-à-dire l'idée de délibérer, non pas pour échanger des idées, ça s'appelle la conversation, c'est très agréable. Et ça fait partie aussi du vécu démocratique, mais pour décider. Or, la difficulté, et je vraiment insiste là-dessus, et je reprends cette idée essentielle, notre espace public a été bouleversé. Bouleversé par l'Internet. C'est pas une mauvaise chose, l'Internet. Il y a plein d'aspects formidablement positifs, mais l'Internet est porteur de 3 idéologies différentes qui ne sont pas des idéologies démocratiques. La base d'Internet, le système, c'est anarchique. C'est un réseau sans organe central. Donc l'idéologie portée par les créateurs de l'Internet, c'est l'anarchie. C'est pas la démocratie. Le deuxième niveau de la technologie, c'est le web. Le web, ce sont les applications qui permettent de nous y retrouver sur l'Internet. Les moteurs de recherche, par exemple. Or, le web, c'est pas démocratique, c'est aristocratique ou censitaire. Le plus cliqué arrivera en tête. Et si on n'arrive pas en tête, il faut payer pour arriver en tête. Donc c'est aristocratique ou censitaire. C'est pas démocratique. Et le troisième niveau, c'est les réseaux sociaux, le web 2.0. Quelle est l'idéologie? C'est communautariste. On est avec nos amis, on n'est qu'avec nos amis, on n'est pas d'accord. Et on finit de penser que le monde pense comme nous. Et donc, du même coup, anarchie, aristocratie, communautarisme, le grand défi à venir, et je crois fermement qu'on peut être optimiste, c'est que la démocratie apprivoise ces technologies pour les couper de ces idéologies d'origine. Je voudrais qu'on remercie déjà Pierre-Henri Tavoileau pour cet optimisme et cette analyse un peu différente de ce qu'on entend. Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique. Les deux secrétaires généraux, vos deux secrétaires généraux vont rejoindre la salle, si vous voulez bien, messieurs Daniel Prieur et Éric Thirouin. Vous restez avec nous, si vous voulez bien.